Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV un petit peu spéciale. D'ailleurs, elles sont toutes un peu spéciales en fait quand on y regarde bien. Celle-ci est d'autant plus spéciale parce que d'habitude, souvent nous vous parlons d'actualité, en tout cas pour ceux qui regardent les vidéos au moment où elles sont diffusées pour les premières fois. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur un point de l'univers ludique extrêmement important, voire primordial. Vous l'avez compris déjà à la petite boîte que je tiens dans les mains, puisque c'est une boîte de Citadel. Et Citadel, c'est pas une nouveauté, c'est même pas du tout une nouveauté, parce que je ne sais plus, monsieur Bruno Fedouti, qui est responsable de cette chose incroyable. Oui, ça a une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Et ça se classe quand même en tête de tous les jeux préférés des internautateurs de Trick Track depuis un certain temps. Ah, je ne savais même pas. Eh bien si, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, à l'époque où je vous cause, c'est encore l'ancien modèle de Trick Track, donc les boîtes des éditions de jeux sont séparées. Et comme dans le nouveau, on va tout réunir en une seule, les avis sont aussi réunis, parce que les gens ont mis des avis sur la première, la seconde, puis la troisième édition. Celle-ci, c'est la troisième édition. Et si on met tous les avis ensemble, eh ben, Citadel, pack, se retrouve jeu préféré de tous les jeux des dizaines de milliers qui existent. Et ce, depuis un certain temps, je dois le dire. Et donc, on avait décidé... J'ai profité de votre passage, monsieur Bruno, pour parler de Citadel, parce qu'il est devenu un des grands classiques des jeux. Et en spécialiste des grands classiques des jeux, puisque lui-même en a produit quelques-uns, monsieur Hervé Marly, qui était de passage dans la rue, s'est dit « Tiens, il y a de la lumière, c'est pas le bruit de Citadel que j'entends là ?» En plus, je pense que c'est non, mais le jeu que je préfère. Il y avait une soirée speed dating, en fait, c'est pour ça qu'il était venu. Oui, j'ai perdu mon alter ego. Enfin bon. Alors, Citadel, on va commencer à parler du jeu, parce que là, vraiment, la première question que j'aimerais poser, que tout le monde a envie de savoir, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse en vérité, c'est comment fait-on pour fabriquer un succès pareil, monsieur Bruno Fedouti? C'est une excellente question. Non, je dirais que quand je l'ai fait, en 2000, c'était sans doute plus facile. Je pense qu'à l'époque, il suffisait à peu près de faire un bon jeu, je pense que c'est un bon jeu, pour avoir un certain succès. En même temps, il y avait quand même déjà pas mal de gens qui faisaient des bons jeux en 2000. J'ai envie de dire pas tant que ça. Pas tant que ça. Aujourd'hui, il sort tellement de bons jeux qu'en plus, il faut avoir vraiment beaucoup de chance. D'accord. Il faut vraiment faire un très bon jeu maintenant. Et même ça ne suffit pas, il y a des très bons jeux aujourd'hui qui passent totalement inaperçus. Alors comment ça se fait que le petit Citadel... Alors, comment le petit Citadel a bien marché? Je pense qu'il y a des raisons dans la mécanique, il y a des raisons dans les circonstances qui font qu'il est arrivé au bon moment. Bon, la mécanique qui fait beaucoup appel au bluff. Ça a correspondu un petit peu au début du grand retour du poker. C'est ça. Donc c'était une époque où ce n'était pas encore complètement utilisé aussi, aussi communément qu'aujourd'hui. Voilà, c'était dans l'air. C'était dans l'air, ce genre de mécanique faisant beaucoup appel au bluff. Je pense que j'ouvre la boîte pendant que vous parlez. Je pense que Citadel a cet aspect-là qui est très intéressant. Comme au poker, c'est un jeu où finalement la seule partie vraiment intéressante du jeu, c'est d'essayer de deviner ce que les autres sont en train de faire, ce que les autres pensent, ce que les autres font. Et tout le jeu se déroule là. Donc je pense que ça, c'est important. Un deuxième élément qui a joué énormément pour le succès du jeu, c'est son graphisme. Justement, je vais mettre les illustrations, notamment celles de Julien Delvague, de Florence Magnin. Oui, il y a plusieurs personnes assez talentueuses qui se sont succédées là-dedans. Alors, Florence Magnin, déjà, on en parlait juste avant le tournage, qui a fait la couverture. Et quelques cartes. Voilà, Julien Delval, Florence Magnin, Jean-Louis Mourier, Didier Graffet à l'intérieur pour les illustrations des cartes, qui sont quand même des gens... Et Jasper Eysing, qu'ils ont peut-être oublié. Qu'ils ont oublié. Ah bon, qui a fait certaines des nouveaux personnages. D'accord. Qui sont à partir de quelle édition, ça? J'en sais rien. D'accord. Ils sont dans celle-là. Parce que là, on est à la 3e édition. Mais je ne sais pas combien de réimpressions. J'en sais rien. Mais combien de langues aussi, tu sais? Combien de langues, oui, c'est intéressant. Une quarantaine de langues. Une quarantaine de langues. Dont des trucs extrêmement improbables, comme malais. Malais, en Malaisie, le malais, voilà, le croate, enfin, il y a des langues très curieuses. Il y a 2 éditions chinoises. 2 éditions chinoises, oui, une vraie et une fausse. Non. Il y a une en chinois simplifié et une en mandarin. Donc il y a plein de langues. Et donc plein d'éditions différentes. Et dans les dernières éditions, on a rajouté notamment des nouveaux personnages
et des nouveaux quartiers. Oui. Qui était sous forme d'extension. Qui était sous forme d'extension auparavant. Mais il existe toujours une extension actuelle, non? Je ne crois pas qu'elle soit disponible. D'accord. Ceci dit, personnellement, je ne joue jamais avec les nouveaux personnages. Oui. Par contre, j'utilise beaucoup les nouveaux quartiers. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit au niveau du succès du jeu. Je pense qu'il y a aussi un aspect très important qui était le début de quelque chose aussi qui a. C'est pas le premier jeu qui utilise ce principe, mais le principe des rôles. Oui, est le principe des personnages. hyper fondamental. À mon avis. C'est vrai que le fait de dire je joue un personnage. Et ce personnage est plus ou moins caché. Alors, finalement, c'est rien du tout jouer un personnage. C'est comme dire je joue une carte action. Mais le simple fait que, même si c'est juste pour un tour, le joueur puisse dire je m'identifie à un personnage. Ce qu'on ne pouvait pas faire, par exemple, dans les jeux de cartes à collectionner qui étaient à la mode à l'époque. J'ai mis quelques bâtiments pour que les gens se rendent compte de les illustrations sont quand même vraiment géniales. Parce que dans les jeux au niveau de l'ambiance, on y est en tout cas. Jeu médiéval fantastique, semi-médiéval renaissance un peu, non, c'est ça? Voilà, c'est plutôt renaissance. Et je crois que... Mais vraiment, les bâtiments, quelque part, c'est un prétexte. Oui. C'est ce que les Américains appellent un MacGuffin. C'est pas ça qui fait tourner le jeu. C'est pas un jeu d'urbanisation. Pas du tout. Ce qui fait tourner le jeu, c'est les 8 cartes personnages, point final. Et en fait, c'est avec ces 8 cartes qu'on va jouer. Profitons-en, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, expliquer brièvement comment ça se passe. Brièvement, le principe du base du jeu, c'est chacun à son tour va jouer, va ramasser des sous, va avoir des revenus qui dépendent des cartes qu'il a déjà posées, et avec ces sous, va pouvoir poser de nouvelles cartes qu'il a en main. Qui n'étaient pas dans les premières éditions. Oui, maintenant ils sont un peu plus jolis, mais je n'aime pas trop quand même. Bon, j'aime bien ceux de l'édition américaine. Ce qu'il y a, c'est que là-dessus se greffe, c'est ça qui était effectivement original dans Citadel, même si je ne l'ai pas inventé, je l'ai emprunté à Ferreiter. Oui, c'était dans les règles, voilà, on dit, voilà, je remercie Marcel-André Cassola-Mercleux. Et je redis à chaque fois que Ferreiter, c'est un jeu génial, dont je ne comprends pas pourquoi il est plus édité. Oui, parce que, je comprends pas. Parce que lui, en plus, n'a pas eu la même destinée. Il y a d'autres jeux qui ont bien marché, Marcel. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi. Bon, toujours est-il que dans Citadel, tout fonctionne sur ces personnages, c'est-à-dire qu'on ne joue pas chacun à son tour. On commence par choisir chacun un personnage. Un faux draft. Un faux draft. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, le draft, on a tous des cartes et on en choisit une, on passe le reste au voisin. Là, ce n'est pas le cas, un seul à toutes les cartes. Avec toutes les cartes, on choisit une, passe au voisin qui en choisit une, jusqu'à ce que chacun ait choisi. Le jeu commence déjà là. Oui, le jeu commence déjà là. C'est même ça le cœur du jeu. Parce qu'après, on va jouer dans l'ordre, non pas du tour, mais de ces personnages. En début de partie, c'est pas très grave, puisqu'on part neutre, vierge, quasiment. Mais dans ces personnages, il y en a qui ont des avantages sur les bâtiments posés, qui reçoivent de l'argent, etc. En gros, chaque personnage permet une action particulière. Et il y a deux actions qui sont très intéressantes, et ce sont elles qui introduisent le bluff du jeu. C'est l'assassin et le voleur. L'assassin, ça consiste à dire, si vous avez l'assassin, vous jouez en premier, et vous dites, ah ben celui qui a pris ce personnage-là, c'est con, il est mort, il ne jouera pas. Voilà. Donc vous avez essayé de deviner, de jouer, de juger en fonction des positions sur la table, des cartes qui ont déjà été jouées, etc. Donc l'assassin, il élimine déjà le tour d'un autre joueur. Voilà. Sachant qu'il est appelé en premier. C'est le premier joueur, c'est le joueur qui joue l'assassin. Et il paf. Et ensuite, il y a le voleur. Mais il ne sait pas qui a pris quoi. Et voilà. Il essaye de deviner, de sentir. C'est là qu'il y a vraiment du bluff. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un jeu de double guessing où tout le monde joue en même temps et j'essaye de sentir ce que font les autres. On est dans un jeu où on peut tenir compte des cartes qui sont devant chaque joueur pour essayer de voir ce qu'il a intérêt de faire. On se dit, lui, il n'a pas beaucoup d'argent, il va vouloir des sous. Lui, il n'a pas beaucoup de bâtiments, il va vouloir construire. Voilà, lui, il a telle couleur de bâtiment, il va sans doute prendre tel personnage. Mais en même temps, comme il sait que, ah bah tiens, l'assassin est pas... quand j'ai vu mes cartes, il n'y avait pas l'assassin, peut-être que lui, il l'avait déjà pris. Donc, si je prends le marchand, je vais peut-être me faire assassiner, donc je vais prendre ça. Et ça, on débouche sur un je sais que tu sais, que je sais, que tu sais. Et quelque part, Citadel, c'est un peu Princess Bride, The Card Game. Un petit peu, oui. Sachant qu'à la fin de la partie, quand la condition de victoire se rapproche pour beaucoup de joueurs, il devient fondamental d'être le roi, par exemple, de choisir le premier parmi toutes les cartes pour éventuellement prendre l'assassin. Mais même pas à la rigueur pour assassiner quelqu'un, pour être pas assassiné. Il y a plein de manières de jouer. Je pense aussi que ce qui a fait le succès du jeu,
c'est qu'il y a plein de manières de jouer avec relativement peu de cartes, puisque en fait, c'est les 8 cartes personnages avec lesquelles on joue. Ouais. Les pouvoirs spéciaux des bâtiments, c'est un peu anecdotique, c'est juste pour rajouter un peu de sel. Et ce qui se passe aussi, c'est comme c'est un jeu très psychologique, c'est un peu comme au poker. Quand vous jouez beaucoup avec le même groupe de joueurs, c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Citadel, c'est un jeu, si vous sortez le jeu comme ça et que vous y jouez avec 4-5 copains, vous dites, bon, ouais, c'est un petit jeu de cartes sympa. Vous refaites une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie, une cinquième partie, avec les mêmes joueurs. Et là, tout le monde se dit, oui, bon, alors là, je sais que lui, il fonctionne comme ça, il va faire ça, etc. Et on est exactement comme au poker. Où ça devient important de savoir qui est assis à votre gauche, qui est assis à votre droite, etc. Je pense que c'est un de tes protos qu'on a le plus testé d'ailleurs. Ça a beaucoup tourné. Ouais, c'est vrai. Vous étiez là, Monsieur Marly, aussi à la... Ah, il était déjà là, oui. Il était déjà là. Et c'est vraiment, franchement, je pense que c'est le jeu que je préfère chez Bruno, celui où j'ai pris le plus de plaisir. Visiblement, c'est celui que tout le monde préfère. Hein, parce que... un de ceux que je préfère. Peut-être. Il y en a d'autres dont je ne comprends pas, qui n'aient pas mieux marché, etc. Mais celui-là, je comprends parfaitement et c'est tout à fait légitime qu'il ait aussi bien fonctionné. Il vit toujours. Il vit toujours. En même temps, ce que je dis souvent, je ne suis pas sûr. Je pense qu'un jeu comme ça sortirait aujourd'hui, il marcherait. Mais on n'en vendrait pas des centaines de milliers. C'est bien possible. Je pense qu'il y a le fait qu'il est déjà là et qu'il est un peu devenu un classique. Ah, c'est devenu un classique, parce que d'ailleurs, on le dit, hein, les formats les boîtes de ce format-là sont appelées des boîtes Citadel maintenant. C'est-à-dire que c'est devenu même une référence visuelle dans le domaine des jeux. Sur la boîte, il est indiqué 2 à 8. J'aimerais qu'on en parle quand même, parce que c'est forcément pas le même jeu. J'ai envie de dire, c'est pas du tout le même jeu. Il y a un jeu à 2 ou 3 joueurs. Et il y a un jeu pour 4 à 8 joueurs. Parce qu'à 2 ou 3 joueurs, il y a déjà très peu de personnes. À 2 ou 3 joueurs, voilà, on joue 2 personnages chacun. Et honnêtement, je n'aime pas. Moi, j'y joue jamais à 2 ou 3 parce que je trouve que ça devient un peu trop stratégique, un peu trop calculatoire et qu'on perd un petit peu du côté fun, ambiance. Prise de risque. Voilà. Il y a la prise de risque, hein, mais je trouve ça moins amusant. C'est aussi un petit peu plus complexe. L'idéal, c'est combien? Pour moi, l'idéal, c'est 4 ou 5. Mais vous allez regarder sur les différents forums internet, vous avez plein de gens qui vous diront que l'idéal, c'est 2. Il y a des tas de fans de Citadel à 2. Moi, j'avoue que Citadel à 2, moi, il y a des tas de jeux à 2 que je préfère. Mais bon, je suis très content qu'il y ait beaucoup de fans de Citadel à 2 joueurs. Il y a des règles spéciales pour 2. Il y a des règles spéciales pour 2 et 3 joueurs. Il y a des gens qui les adorent, donc elles correspondent à un type de jeu. Moi, j'avoue, pour moi, c'est un jeu qui est idéal à 4 ou 5. Moi, j'aurais mis jusqu'à 5 ou 6. Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu de groupe, en fait. Oui, moi, naturellement, j'aurais tendance aussi à penser qu'il faut jouer vite. Il faut jouer vite. C'est ça. Dans les nouveaux quartiers qui sont là, donc, qui étaient de l'extension Cité Sombre, qui était donc vendue à part dans les premiers temps. C'est marqué nouveau quartier pour joueurs expérimentés, c'est-à-dire qu'on ne les met pas forcément. C'est simplement pour dire qu'on ne les met pas tous. Mais il y en a qui sont très intéressants pour les gens qui connaissent un peu le jeu. Pareil, nouveaux personnages, joueurs expérimentés ou pas? Nouveaux personnages, j'ai envie de dire, vous savez, quand on a fait l'extension, l'idée c'est que l'éditeur m'a dit, bon, le jeu il marche bien, il faut faire des nouveaux personnages. Moi, j'avais pas envie. Par contre, j'avais plein d'idées pour faire des nouveaux quartiers. D'accord. Donc, on s'est mis d'accord, on a dit, on va faire des nouveaux quartiers, des nouveaux personnages. Bon, les nouveaux personnages, honnêtement, à part la reine que j'aime bien quand on joue à 7 ou 8. Qui fait quoi la reine? La reine, elle gagne des sous si elle est assise à côté du roi. D'accord. À part la reine que j'aime beaucoup quand on joue nombreux, les nouveaux personnages, je trouve qu'ils sont plutôt moins intéressants parce qu'ils sont moins évidents, moins simples que les personnages de base. Les personnages de base, c'est les trucs évidents. D'accord. Ah oui, en plus, elle est très jolie, la reine. Hein. Ah oui, très belle. C'est la reine d'Alice au Pays des Merveilles, un peu. Oui, il y a un peu de ça, oui. Donc, par contre, dans les bâtiments, il y a notamment pas mal de bâtiments Je rajoute aussi celui-là. Qui rajoutent des manières de marquer des points. Voilà, la sorcière qui est inspirée de Monsieur Fall, visiblement. Donc, pas mal de bâtiments permettent de marquer des points, par exemple en fonction je veux dire, pas de l'argent qu'il vous reste, en fonction du nombre de bâtiments violets que vous avez, etc. Et donc, ça introduit des espèces de petites stratégies qui ne changent pas le cœur du jeu, mais qui introduisent des petites choses intéressantes. Alors, il ne faut pas mettre tous les bâtiments, mais bon, on peut en mettre quelques-uns. Comme beaucoup dans les extensions des jeux en général. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il valait mieux que l'extension sorte après. C'est un peu un truisme, ce que je dis. Mais si le jeu avait été avec extension, bâtiment supplémentaire, personnage supplémentaire, il aurait peut-être moins bien marché au départ. Oui, parce que donc l'extension, ce n'était pas que commercial.
C'était commercial venant de l'éditeur qui voulait faire les nouveaux personnages. Oui. Ça paraissait logique en même temps, bien sûr. Dire. Hein. Ça paraît logique quand on voit ça. Le tout, c'est de garder l'équilibre. Ouais. Et honnêtement, je pense que l'équilibre est moins bon, avec les nouveaux personnages qu'avec les anciens. Et les nouveaux quartiers, par contre, c'est vraiment quelques idées qui me sont venues après en jouant, et je me suis dit, tiens, putain, ce quartier-là, il manque, ça serait le trésor impérial, par exemple. Est-ce que la carte Pont-Levis avait été corrigée au fait, Non. Alors, le trésor impérial, il y a un dessin. Le dessin du trésor impérial est fabuleux. Ah bon? Oui, il faut trouver la carte trésor impérial. Le petit clin d'œil pour les geeks, là. Ah ouais, pour les geeks, il y a un truc fabuleux. Il y a des easter eggs dans le jeu. Julien Delval, oui, le dessinateur. C'est un peu involontaire, je pense. Hein, c'est pas un vice de règle, non, pas du tout. Non, easter egg, tu sais, les packs. Oui, non. C'est complètement involontaire. D'accord. J'ai que des persos, moi. Non, je ne la trouve pas, le trésor impérial, mais elle existe. Zut. Le monastère. Bon, toujours est-il que je vais vous dire, sur la carte trésor impérial, il y a le bâtiment du trésor impérial, cerné par la rivière, etc., avec un pont-levis. Bon, le seul truc, c'est que le pont-levis, il s'ouvre de l'extérieur. Voilà. Le pont-levis, il s'ouvre du mauvais côté. Donc c'est un pont-levis pour... ça. C'est pour assiéger. Voilà, c'est un pont-levis pour empêcher les gens de rentrer. Non, de sortir. Allez, c'est pas l'heure de sortir du bureau, là, compter les pièces. Ben, c'est une innovation. Je sais pas, des gens l'ont remarqué ou pas? Oui, ça a été remarqué. Oui. Donc il n'y a pas. Voilà, ça c'est juste une erreur de l'illustrateur. Mais vraiment, voilà, les illustrations sont très jolies. En plus, la qualité des cartes est très bien. Ça même, on sent le jeu qui a vécu, qui est riche, qui a rapporté des sous. La qualité du matériel grimpe à chaque fois. Elle était belle dès le départ. Qui était le premier éditeur? Alors, c'est compliqué, les éditeurs de Citadel, c'est très compliqué. Parce qu'il y a eu plein de... Parce que c'est un jeu... Là, c'est chez Edge. C'est chez Edge qui a récupéré les droits qui auparavant, c'était Millennium, et Millennium, c'est la même chose que Edge. Avant, c'était Multisim au départ. C'est toujours marqué Millennium dans la règle. C'est toujours marqué Millennium. Voilà. Mais il y a un autre éditeur qui fait l'Allemagne, la Hollande et la Tchéquie, et un autre éditeur qui fait les États-Unis et puis les pays d'Asie lointains, etc., avec des éditions un tout petit peu différentes. Donc, moi, je m'y perds un petit peu quelquefois. Mais historiquement, c'était Multisim. Historiquement, au départ, c'était Multisim en France, Hansim Gluck en Allemagne et Fantasy Flight aux États-Unis. Mais Multisim, je me rappelle, c'était encore les boîtes souples. Non, elle était un peu plus petite que ça, mais elle n'était pas souple. Elle n'était pas souple. C'était pas la boîte d'élixir qui... Voilà, c'est ça, élixir, et puis je ne sais plus quel autre. Non, mais c'était quand même un peu mieux que la boîte d'élixir. D'accord, donc Citadel était passé après. Mais le game design était comme ça chez Multisim. Oui, Multisim était réputé pour leur illustrateur et leur travail graphique de très, très grande qualité. Juste pour faire rêver un peu, je ne sais pas si vous connaissez la réponse, combien de boîtes vendues par an? Alors, par an, j'en sais rien. Je sais que, grosso modo, on est à 1 million de boîtes vendues. Depuis le début. Grosso modo, un peu plus d'1 million. Très beaucoup. C'est très beaucoup, 1 million. Ça fait des petites pièces comme ça. Mais toute édition confondue. Toute édition confondue dans tous les pays de partout du monde. Et donc, ça fait 40 boîtes différentes, 3 éditions 40 françaises. Les collectionneurs peuvent se faire une collection Citadel. Surtout que les bâtiments sont refaits dans certaines éditions, les cartes, les illustrations. Non. Il y en avait été question. Il y avait un projet d'édition indonésienne et ça n'a jamais vu le jour. Ah, d'accord. Là, on est dans un univers très occidental. J'ai toujours des dessins. Il y a des dessins spécifiques qui avaient été faits à partir de légendes indonésiennes pour une édition indonésienne et ça ne s'est jamais fait. Et je le regrette beaucoup. Et donc, où sont les originaux maintenant ? Il y en a qui sont chez les éditeurs à droite et à gauche, j'en ai acheté un ou deux, ils sont répartis ici et là. D'accord. Et je voudrais dire une dernière chose, pour les gens qui aiment beaucoup Citadel, j'ai sorti moi récemment un jeu qui utilise un peu la même mécanique, mais qui est beaucoup plus familial, plus léger, puisque... Oui, parce que c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est que Citadel est un grand succès, mais ce n'est pas un jeu familial. C'est pas vraiment un jeu familial, c'est quand même un jeu pour joueurs... C'est pas un gros jeu, mais c'est familial plus que j'appelle moi. Voilà. Ça. Donc j'ai fait un truc un peu plus léger, où il y a le même système de personnages, mais appliqué à une course, avec des pouvoirs pour rattraper un tel et un tel. Et ça s'appelle Lost Temple. On n'a pas de boîte ici à vous montrer. Édité chez White Goblin. White Goblin.
Et puis sinon, un peu plus au nord. Voilà, comme je dirais, c'est pas la même chose, mais c'est un peu de la même famille et j'aime beaucoup. C'est Libertalia. Je trouve que quelque part, Libertalia, c'est un peu plus sophistiqué, avec plus de trucs, avec des tas d'astuces géniales. Mais il y a un petit côté gestion des personnages qui fait un petit peu penser à Citadel. Et honnêtement, j'adore Libertalia. Donc les gens qui aiment bien Citadel devraient essayer Libertalia. Vous avez reçu le message, hein, donc voilà. Voilà, 2 jeux. Et si vous aimez Libertalia, vous pouvez essayer Citadel. Mais bon, voilà. L'apéritif. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous avoir présenté Citadel. Qui va rester un classique à mon avis encore un certain temps peut-être. Mangez-en, c'est bon. Voilà, quelques années. C'est vrai que voilà, ça fait partie de toute bonne ludothèque idéale. On essaiera de vous présenter, là c'était l'occasion qui faisait larron parce qu'on profitait de votre venue. On va essayer de vous présenter d'autres jeux comme ça tout aussi emblématiques. Les auteurs ne seront pas toujours forcément là. Voilà, dès que l'actu nous laisse un petit peu de temps, on vous montre les jeux qu'il faut avoir absolument. Et Citadel fait partie de cela. C'est pas cher, ça doit être combien? Ça doit être une vingtaine d'euros, je pense. Oui, c'est dans ces eaux-là, j'imagine, oui, entre 20, 22, avec la hausse du papier. C'est vrai que c'est un peu un gros jeu dans une petite boîte. En plus. Alors ça, si c'est pas du marketing. Merci d'être venu. On se retrouve bientôt pour une prochaine Trick Track TV. Salut les internotateurs.